Et voici la vidéo règle d'Aladin et la lampe merveilleuse, un jeu de prise de risque pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu de Thiago Danet, édité chez Purple Brain dans la gamme Contes et Jeux. Au niveau du matériel, on commence tout d'abord par un ensemble de cartes lampes qu'il faudra correctement mélanger avant de débuter la partie et que l'on placera en tas au centre de la table de façon à ce que chaque joueur puisse atteindre cette pile facilement. Nous avons ensuite 3 paquets de cartes coffres. Il y a des coffres en bronze, des coffres en argent et des coffres en or. Attention, dans chacun de ces paquets, vous allez trouver une carte spéciale, effectivement, qui ont donc le même dos que les autres, mais qui sont des cartes sorciers, où il y a comme ceci le sorcier qui apparaît. Il faudra donc retirer ces cartes de chacun des coffres avant de faire la préparation en tirant 5 cartes sur le dessus du paquet après l'avoir bien mélangé, donc 3, 4, 5, de mettre la carte présentant le sorcier par-dessus pour qu'elle constitue la 6e carte du paquet, et ensuite tout le reste du paquet, on va le placer par-dessus. Et on fait la même chose pour chacun des autres coffres. 3, 4, 5, hop, on met le sorcier correspondant, et ensuite la pile par-dessus, et de même pour le coffre en bronze. Nous avons ensuite des petites plaquettes de programmation qui présentent les 3 types de coffres bronze, argent et or. Chaque joueur va recevoir une de ces petites plaquettes qu'il va pouvoir disposer devant lui, et il va aussi recevoir un dé qui lui servira pour faire sa programmation. Donc chaque joueur reçoit comme ceci sa plaquette et un dé. Évidemment, si vous êtes moins de 5 joueurs, les dés restants et les plaquettes restantes seront remises dans la boîte. Il nous reste ensuite des cartes de départ qui présentent comme ceci Aladin au dos. On va bien mélanger ces cartes avant de distribuer une de ces cartes à chaque joueur autour de la table. Les autres seront remises dans la boîte. Chacun peut alors révéler cette carte qui lui a été attribuée et qui présente une pierre précieuse de type différent ou identique à certains autres joueurs. Enfin, nous avons un anneau magique, mais qui ne sera utilisé que dans la variante du jeu, donc pour le moment, nous pouvons le remettre dans la boîte, car nous allons faire une première partie en mode normal. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes avec Aladin, des enfants des rues, qui avons été envoyés par un sorcier pour aller récupérer une lampe magique contenant un génie pouvant exaucer des souhaits. Mais, arrivés dans la caverne, nous découvrons aussi qu'il se trouve un énorme trésor et que c'est peut-être l'occasion pour nous de devenir riches et de sortir de notre pauvre condition de gamins des rues. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi lire aux joueurs le petit conte accompagnant le jeu, car effectivement, toujours dans cette gamme contes et jeux, il y a un petit conte rédigé par Benoît Forger. Alors, pour le déroulement, eh bien, le jeu va se dérouler en différents tours, et lors de chaque tour, nous aurons 3 phases à effectuer. Une phase de choix de coffre, une phase d'invocation éventuellement de génie, et une phase où les joueurs pourront fouiller les coffres qu'ils auront désignés. Ceci étant fait, nous passerons au tour suivant où on réeffectuera la même chose jusqu'à la fin du jeu où nous compterons les points pour savoir quel est le joueur qui est devenu le plus riche. On commence donc par la phase de choix de coffre et ceci est réalisé simultanément par les joueurs. Alors ceux-ci ne vont pas lancer le dé, effectivement dans ce jeu on ne lance pas le dé, mais on choisit sa valeur et on va pouvoir disposer cette valeur sur un des coffres de notre petite plaquette de programmation. Est-ce que j'ai envie de piocher dans le coffre en bronze, dans le coffre en argent ou dans le coffre en or? Et le chiffre que je vais indiquer va correspondre au nombre de cartes que je pourrais piocher dans le coffre en question. Donc par exemple, je pourrais décider de piocher 4 cartes dans le coffre en argent. Tout le monde va faire ça simultanément, et évidemment, pour ne pas que les autres sachent ce que vous avez fait, il vous faudra cacher ce que vous choisissez. Donc tout ça, on le fait secrètement, comme ceci, derrière sa main. Une fois que tout le monde a choisi, eh bien on comptera 1, 2, 3, on attend bien que tout le monde ait fini, et hop, on révèle en même temps son choix. Alors attention, la phase 2 se déroule immédiatement dès que les joueurs révèlent, car effectivement il va vite falloir regarder si on a le même chiffre qu'un autre joueur sur notre dé.
qu'importe l'endroit où le dé se trouve. Là, par exemple, en révélant, j'ai un 4 et je vois qu'un autre joueur a aussi un 4. Lorsque, comme ceci, plusieurs joueurs ont fait le même chiffre, et bien vite, les deux devront se dépêcher de taper sur la lampe, car c'est le premier qui tapera sur la lampe qui pourra frotter la lampe pour faire apparaître le génie. Alors attention, les autres joueurs qui n'ont pas un chiffre identique à un autre joueur n'ont pas le droit de frotter la lampe. C'est uniquement ceux qui ont un chiffre identique. Il peut arriver que plusieurs joueurs aient des chiffres identiques, donc par exemple en jouant à 5, peut-être que 2 auront un 3 et 2 auront un 4, tous devront taper sur la lampe, et on fera pour les joueurs qui ont joué un 3, celui qui a tapé en premier, et pour ceux qui ont joué un 4, celui qui auront tapé en premier, les deux auront le droit de frotter la lampe. Dans ce cas-là, où plusieurs valeurs de dés permettent de taper sur la lampe, ce sera le joueur qui a le plus petit chiffre qui commencera. Donc par exemple, le plus rapide parmi les 3 commencera à frotter, et ensuite le plus rapide parmi les 4 frottera en deuxième. Mais pour le moment, imaginons que nous soyons seulement 2 joueurs à avoir le même chiffre et que j'ai tapé le premier, c'est donc moi qui vais avoir le privilège d'appeler le génie en frottant la lampe. Je vais donc tirer la première carte, la révéler et lire à tout le monde ce qui est indiqué dessus. Je suis sous l'emprise du sorcier. Donne une de tes cartes à un adversaire, excepté les talismans et les cartes d'une parure complète, me dit le génie. Donc vous le comprenez, ça c'est pas super parce que ça va m'obliger à donner une carte à quelqu'un. Heureusement, j'ai le droit à 3 souhaits. Je peux donc décider que cette carte, je ne la ferai pas, et je vais plutôt en tirer une autre en espérant qu'elle soit plus intéressante que celle-ci. Je tire donc une autre carte et je lis à tout le monde ce qui est indiqué. Pioche la première carte du coffre en bronze, ignore les scorpions présents sur cette carte. Donc ça, c'est nettement mieux. Mais si je veux, je peux encore la défausser pour essayer de tirer une 3e carte. Mais attention, la 3e, si je décide de la tirer, je serai obligé de la faire. Et peut-être qu'elle sera pas terrible comme la première. Donc plutôt que de prendre le risque, ça me paraît pas mal, je décide donc de faire ce souhait-là. Je tire la première carte du coffre en bronze, je la révèle. Oh super, un diamant. Il y a 3 scorpions, mais comme indiqué, je les ignore. Je vais vous expliquer ensuite à quoi servent ces scorpions. Ensuite, que les cartes génie aient été effectuées ou non, de toute façon, je les remets toujours sous la pile de lampes, de façon à ce qu'elles reviennent une fois qu'on aura terminé la pile. Ceci étant fait, si un d'autres joueurs avec un autre chiffre avait tapé, c'est pareil, celui qui a été le plus rapide, lui aussi tire jusqu'à 3 cartes de lampe et effectue l'effet d'une de ces cartes, et si jamais là par exemple on l'a fait une seule fois, eh bien on va pouvoir passer à la phase suivante, la phase où nous allons fouiller les coffres. Alors pour ceci, nous allons tout d'abord commencer toujours par le coffre en bronze. On va regarder si des joueurs ont sélectionné le coffre en bronze. Là par exemple, ce joueur-là l'a sélectionné, et celui-ci aussi. Comme 2 joueurs ont sélectionné ce coffre, malheureusement à chaque tour, un seul d'entre eux aura le droit de commencer à piocher dedans, et c'est toujours le joueur qui a choisi le plus petit chiffre. C'est donc ce joueur-ci qui va avoir le droit de piocher dans le coffre en bronze, et celui-là n'aura pas le droit pour ce tour-ci. Alors, comme notre joueur a sélectionné 3 sur son dé, il va avoir le droit de piocher jusqu'à 3 cartes dans le coffre en bronze. Mais attention, dans ces coffres, il y a aussi des scorpions, et si jamais un joueur pioche des cartes et que le total de scorpions indiqué sur les cartes qu'il pioche arrive au même chiffre que celui qu'il a indiqué ou dépasse ce chiffre, malheureusement il perdra tout et ne pourra rien ramasser. Donc notre joueur commence et pioche forcément la première carte. Ah, c'est une parure. Effectivement, dans le jeu, nous avons des pierres précieuses, mais nous avons aussi des colliers, des bracelets, etc., que les joueurs pourront récupérer au fur et à mesure. Ici, il n'y a pas de scorpion de représenté, donc pour le moment, tout va bien. Notre joueur décide alors, est-ce qu'il préfère s'arrêter là et ne pas prendre de risque de peur de tomber sur 3 scorpions ou plus, ou est-ce qu'il décide de continuer, imaginons qu'il ait envie de continuer. Allez, je tire une autre carte. Ah, je trouve une pierre précieuse bleue. Malheureusement, il y a un scorpion de dessiné dessus.
Mais mon total de scorpions au maximum est de 3, donc pour l'instant, je ne risque rien. Et là, pareil, je décide, est-ce que je décide de m'arrêter là et de garder ces 2 cartes, ou est-ce que je décide de continuer? Allez, imaginons qu'ils se disent, allez, moi j'ai pas peur, je continue. Ah, il tire une autre parure, il y a un deuxième scorpion d'indiqué dessus, qui se rajoute au premier, mais c'est bon, c'est toujours en dessous des 3, et donc notre joueur arrête son tour ici, car comme il avait indiqué 3, il ne peut pas piocher plus de 3 cartes. À ce moment-là, il récupère les cartes qu'il a gagnées, et il va les disposer devant lui en les classant par type. Ceci étant fait, on passe au deuxième type de coffre, les coffres en argent. Alors, est-ce qu'il y en a qui les ont sélectionnés? Oui, moi j'ai sélectionné en mettant 4, l'autre joueur a sélectionné aussi en mettant 5. Comme c'est moi qui ai le moins, c'est moi qui ai le droit de piocher. Je pioche la première carte. Oula, je tombe sur un diamant blanc, mais il y a 3 scorpions. Heureusement, j'ai indiqué 4, et donc, pour l'instant, tout va bien. Mais ça commence à être risqué de piocher une deuxième fois, car si je tombe sur un scorpion, je perdrai tout. Je décide plutôt de m'arrêter, je vais être prudent, et j'ajoute ce diamant avec ma réserve de diamants. Enfin, on passe au coffre en or, celui-ci est tout seul, et donc il a le droit de piocher jusqu'à 2 cartes, il en pioche une première, c'est bon, il n'y a pas de scorpion, allez, il décide de prendre le risque, il en tire une deuxième, il y a un seul scorpion dessus, c'est bon, il peut les récupérer et les placer devant lui. Alors prévoyez assez de place devant chaque joueur, car vous allez ainsi collecter différents types de couleurs de pierres. Une fois ainsi que chaque coffre a été effectué, eh bien c'est reparti pour un tour. Tout le monde cache sa petite plaquette de programmation et choisit secrètement ce qu'il va mettre. Alors vous comprenez que plus on va mettre un gros chiffre et plus on va piocher de cartes et moins on a de chances de tomber sur des scorpions, mais le problème c'est que les joueurs, s'ils mettent la même chose que vous et qu'ils mettent un chiffre plus petit, ce sera eux qui piocheront et vous ne piocherez rien lors du tour. Donc voilà, il faut décider un petit peu de ce qu'on fait. Donc là, par exemple, vous pourrez me dire, bon allez, je vais tenter quand même un 4, et puis je pense que personne ne va jouer le coffre en bronze, ils sont plus intéressés par le coffre en argent et le coffre en or, je fais ça. Et lorsque tout le monde a ainsi choisi, on fait 1, 2, 3, et on révèle. Alors imaginons que les autres joueurs aient choisi cela, hop, il y en a 3 qui ont un 4, vite, les 3 se dépêchent de taper ici, car c'est celui qui tapera en premier qui aura le droit d'invoquer le génie. Imaginons que ce soit ce joueur-là, il tire la première carte, il la lit à tout le monde. Je suis tout vert, j'ai dû manger un truc pas frais, fais un autre souhait si tu peux. Oui, je peux car c'est mon premier. Je tire une deuxième carte, j'ai attrapé un gros rhume des cavernes, fais un autre souhait si tu peux. Bon, il m'en reste encore un, donc je peux encore en faire un. Je suis au petit coin des génies, fais un autre souhait si tu peux. Malheureusement, là je ne peux plus car c'est le 3e souhait que j'ai tenté, donc malheureusement il ne se passe rien de plus pour ce joueur, il remet toutes les cartes dessous, et on passe à la phase suivante. On commence donc par le coffre en bronze. 3 joueurs ont sélectionné le coffre en bronze, et attention, les plus petits, c'est le 4. Mais attention, il y a 2 joueurs qui ont choisi la même valeur. Lorsque plusieurs joueurs choisissent la même valeur, malheureusement, leur valeur s'annule. Ils ne pourront pas piocher dans le coffre. Alors s'ils sont seulement 2, par exemple, à avoir choisi ça, eh bien personne ne piochera dans le coffre en bronze, et on passera au coffre en argent. Mais là, par exemple, les 2 des 4 s'annulent, mais un autre joueur a joué le coffre en bronze, et même s'il a mis un chiffre supérieur à celui des 2 autres joueurs, eh bien comme le chiffre des autres est annulé, ce joueur-là a tout de même le droit de piocher jusqu'à 5 cartes dans le coffre en bronze. Notre joueur pioche donc sa première carte à un talisman. Alors les talismans, c'est sympathique car ça va permettre de remplacer des cartes de pierres précieuses. Nous verrons ensuite comment est-ce qu'on compte les points en fin de partie. Donc il décide de continuer car il a mis 5 et il n'a pas peur de tomber sur 5 scorpions. Effectivement, sur chaque carte, au maximum, il y a 3 scorpions de dessinés. Donc là, il tire celle-ci, il y a 2 scorpions. Donc attention, cette fois-ci, par contre, s'il tire une carte où il y a 3 scorpions dessus, eh bien malheureusement, il perdra tout. Ah, il décide de continuer quand même, car il n'a pas peur. Et bien voilà, là, il y a 3 scorpions. 3 et 2, ça fait 5, c'est la valeur qu'il avait choisie. Malheureusement, si on atteint cette valeur ou qu'on la dépasse, eh bien c'est perdu, et ces cartes vont tout simplement être défaussées sur une pile de défausses à côté des coffres.
On passe donc au coffre en argent. Les deux autres joueurs ont sélectionné le coffre en argent, mais c'est lui qui a mis un 2, c'est donc lui qui pioche jusqu'à 2 cartes. Il en tire une première, c'est bon, il n'y a pas de scorpion. Il décide s'il s'arrête ou pas, et il décide de continuer. Super, il a tiré une deuxième, il n'y a pas de scorpion dessus, donc il peut garder ses 2 cartes. Ensuite, on passe au coffre en or, mais comme personne n'a sélectionné le coffre en or, eh bien personne ne piochera dedans pour ce tour, et c'est reparti pour un nouveau tour. Alors, reparlons des talismans. Les talismans, si un joueur en récupère, donc là par exemple si je récupère ces 3 cartes, eh bien je vais gagner les pierres précieuses que je dispose devant moi sur les couleurs, et le talisman, je choisis immédiatement quelle pierre il va remplacer, car effectivement, il va obligatoirement être accolé à une pierre et remplacer une pierre de ce type, donc là c'est comme si j'avais 2 pierres bleues. Mais attention, au fur et à mesure du jeu, on pourra peut-être se faire voler des pierres par les autres joueurs. Si jamais un joueur me vole ma pierre bleue, le talisman se retrouve tout seul, et quand un talisman se retrouve tout seul, il me sera interdit de le re-associer avec une autre couleur. Donc lorsqu'un talisman est posé tout seul sur la table, de la même façon, si je le pioche en début de partie et que je n'ai aucune pierre, et que je le pose tout seul, eh bien malheureusement, je ne pourrai plus le compléter avec autre chose. Il restera comme ça, et il me rapportera seulement 1 point en fin de partie. Alors que lorsqu'il est associé avec une couleur, nous verrons qu'il me rapportera plus de points sur les majorités. Attention aussi, les talismans ne peuvent pas être utilisés sur les parures. Effectivement, dans le jeu, nous avons différentes parures qui sont toujours constituées d'un collier, enfin d'un bracelet, pardon, d'un collier ou d'une bague. Donc si on arrive à compléter les 3, eh bien ça nous fera une parure complète. Attention, il faut que les 3 soient de la même couleur. Lorsqu'on a ainsi réalisé une parure complète, ça va nous rapporter déjà des points en fin de partie, mais en plus de ça, les joueurs n'auront plus le droit de nous voler ces cartes. Elles vont être bloquées devant moi, et plus personne ne pourra me les piquer, alors que tant qu'une parure n'est pas encore complète, eh bien on peut voler des éléments. En revanche, donc, les cartes comme ceci de talisman ne peuvent pas servir à compléter des parures, elles ne marchent qu'avec les pierres précieuses. Et la partie se poursuit ainsi de tour en tour jusqu'à ce qu'on tombe sur une carte sorcier. Nous avons vu qu'on les a mis en 6e position à partir de la fin du paquet. Donc lorsqu'un joueur va tirer ses cartes, donc par exemple c'est à moi, je dois tirer 3 cartes d'argent, j'en tire une première, je décide de continuer, je tire une deuxième, ah c'est une carte sorcier, eh bien je finis quand même mon tour en fait, donc je peux décider de piocher la 3e carte auquel j'ai droit, là comme j'ai pas réussi à avoir comme j'ai pas eu de scorpion, je me dis allez je le tente, très bien, je récupère celle-ci. La carte sorcier évidemment je ne la mets pas parmi mes cartes, je récupère et je place là par exemple mon amulette où je veux. Et on va quand même finir le tour en cours. Donc là, par exemple, imaginons qu'il y a encore un joueur qui doive piocher des cartes de coffre en or. Eh bien, il va quand même jouer son tour. Et une fois que son tour sera terminé, la partie sera terminée, nous allons compter les points de victoire. Alors, pour les points, c'est assez simple. Déjà, chaque carte va de base rapporter 1 point. Mais en plus de ça, nous allons avoir 5 points bonus en fin de partie si nous avons la majorité des cartes dans une couleur. Donc là, par exemple, sur le vert, personne n'a plus de cartes que moi en vert, j'en ai 3, eh bien, je marque 5 points supplémentaires pour avoir la majorité sur les verts. On va regarder la même chose pour les blancs. Eh bien, là, par contre, j'en ai 3. Celui-ci, comme il a utilisé 2 talismans sur ses pierres blanches, c'est comme s'il en avait 4, c'est donc lui qui a la majorité, et lui qui va marquer 5 points. Et on effectue la même chose pour chacune des couleurs de pierres précieuses. Pour les parures, si vous avez des éléments de parure qui ne sont pas complétés, donc si on en a en double aussi, on n'en a pas 3 différentes de la même couleur, eh bien chacune de ces cartes vaut seulement 1 point. En revanche, si vous avez réussi à constituer une parure complète, elle va vous rapporter des points en plus en fonction de sa couleur. Effectivement, cette couleur-là va correspondre à la parure en bronze, et la parure en bronze rapporte 6 points au joueur qui a réussi à en constituer une. Il y a aussi des parures en argent, qui se présentent comme ceci en bleu, et si on a réussi à obtenir les 3 cartes constituant la parure, ça nous vaut 8 points, donc 6, 8,
et évidemment 10 pour la parure en or jaune, qui est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors, attention pour les majorités, si des joueurs sont à égalité, si par exemple un autre joueur a 3 diamants et que nous avons tous les deux 3 diamants et que nous sommes ceux qui en ont le plus, eh bien malheureusement, elles ne seront pas comptabilisées du tout, donc personne ne marquera les 5 points, même si d'autres joueurs ont moins de diamants que nous. On fait alors le total général, imaginons que je sois majoritaire sur les pierres rouges et majoritaire sur les pierres vertes, ça me fait 5 points plus 5 points, 10 points. J'ai réussi à réaliser une parure en bronze qui me vaut 6 points supplémentaires, donc ça me fait 16. Et ensuite, toutes les autres cartes valent 1, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 pour moi. Évidemment, le joueur qui a le plus de points à ce moment-là l'emportera. Alors, quelle est la petite variante lorsque vous jouez seulement à 2 joueurs? Eh bien, tout simplement, au lieu de recevoir un seul dé de programmation, chaque joueur aura 2 dés de programmation et il pourra donc choisir, en fait, de disposer ces 2 dés sur 2 coffres différents. En revanche, s'il choisit la même valeur de dés, il n'aura pas à taper sur la lampe du génie. Effectivement, il faut avoir la même valeur que l'autre joueur sur au moins un de ces 2 dés pour avoir le droit de taper. En plus de ça, en début de partie, nous avons vu que chaque joueur, normalement, reçoit une carte de départ. Et bien, à 2 joueurs, chacun recevra 2 cartes de départ qu'il placera face visible devant lui. Enfin, parlons de la petite variante Mon Précieux. Alors, si vous décidez de jouer avec Mon Précieux, lorsqu'un joueur aura réussi à choisir une valeur 6, et qu'il pioche effectivement, donc en gros, il ne faut que personne d'autre n'ait choisi le coffre en question, et que ce joueur parvient à piocher 6 cartes dans le paquet, c'est-à-dire arriver au maximum de ce qu'il a droit, sans tomber sur 6 scorpions, donc c'est quand même assez difficile, et bien à ce moment-là, il aura le droit de gagner l'anneau qu'il placera devant lui. Dès qu'il reçoit cet anneau, il aura le droit, en bonus, d'aller fouiller dans la pile de défausse. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on perd à cause des scorpions, on défaussera toutes les cartes à côté du jeu. Et bien ce joueur-là, au moment où il récupère l'anneau, pourra choisir de récupérer ce qui lui plaît dans la défausse pour l'ajouter sur son jeu. Évidemment, si un autre joueur parvient aussi à réaliser l'exploit, eh bien il nous piquera l'anneau, et puis il aura le droit lui aussi d'aller chercher dans la défausse la carte qui lui plaît. Si un joueur a déjà l'anneau et qu'il recommence et qu'il réussit encore à piocher 6 dans un coffre sans tomber sur les scorpions, il aura le droit de refaire immédiatement le pouvoir de l'anneau, c'est-à-dire chercher dans la défausse la carte de son choix. En plus de ça, en fin de partie, si un joueur a l'anneau devant lui, ça lui rapportera 5 points supplémentaires par rapport à son total de cartes. Voilà donc pour Aladdin et la lampe merveilleuse. Vous l'aurez compris, un excellent petit jeu à la fois de prise de risque, avec à la fois de la rapidité, à la fois plein de choix possibles, à chaque fois qu'on tire des cartes. Essayez de faire des majorités. Alors évidemment, quand vous récupérez des couleurs, il faut regarder un peu ce que les autres ont pour tenter de les dépasser à la majorité, car n'oubliez pas que ça rapporte 5 points par couleur de pierre pour celui qui en a le plus, donc il faudra toujours surveiller ce que les autres ont, et puis grâce aux cartes génies qui permettent de voler des cartes aux autres joueurs, leur faire baisser leur majorité pour essayer de prendre la tête. Voilà, mais en même temps, ça reste quand même un jeu avec une part de hasard importante, mais donc justement, c'est parfait pour jouer en famille, ou même pour jouer entre amis, à l'heure de l'apéro. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.